Bonjour et bienvenue dans cette mini-récup sur l'époque de la Nouvelle-France. Donc, on est dans le deuxième module de secondaire 3. Comme c'est un module qui a quand même beaucoup d'informations, on a séparé la mini-récup en différentes parties. Donc là, actuellement, cette vidéo-ci va débuter. Donc, le gouvernement royal, on va parler de l'époque de 1663 jusqu'à la fin de la Nouvelle-France. On est dans la vidéo 3, donc l'organisation politique et militaire sous le gouvernement royal. Il va y avoir une autre mini-récup, une autre vidéo qui va compléter là, les sujets par rapport à ce moment-là de la Nouvelle-France. Avant d'aller plus loin, on va quand même se faire un peu une mise en contexte parce que l'époque de la Nouvelle-France, quand même, c'est long. Dans les vidéos précédentes, on était dans l'époque avant le gouvernement royal. Donc, vers le début des années 1600 jusqu'à la fin des années 1650. Là, on se rappelle là, rapidement, c'était l'époque des compagnies. Donc, le roi confiait la gestion de la Nouvelle-France à différentes compagnies. Et ça, je t'invite à aller écouter les autres vidéos pour avoir tous les détails. Seulement, là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le succès des compagnies est un peu, c'est un peu difficile parce que elles pouvaient venir faire du commerce des fourrures surtout. Ça allait quand même bien. Mais elles avaient aussi des obligations de peuplement. Et là, c'est plus difficile. Il n'y a aucune compagnie qui réussit vraiment à répondre aux exigences qui leur étaient données par rapport au peuplement. Ce qui fait en sorte que vers la fin des années 1650, ou début 1660, le territoire de la Nouvelle-France est très peu peuplé. Et ça fait pas vraiment l'affaire du pouvoir royal, du roi de France, parce que lui, avec ses colonies, il veut aller chercher plus de puissance, plus de richesse et plus de puissance aussi pour la France. Donc, il prend une décision, en 1663, prend la décision de retirer le monopole aux compagnies et il va prendre lui-même le contrôle de la colonie. Et c'est pour ça qu'on dit que ça devient une colonie royale. Ce ne sont plus les compagnies, mais plus directement le roi qui va se charger du développement de la colonie. Donc, ça devient un peu comme les autres provinces de France, à l'exception que bien la Nouvelle-France est de l'autre côté de l'océan Atlantique. Ça amène quand même quelques défis, mais à la base, la colonie va être gérée un peu comme toutes les autres provinces françaises. Donc, dans la vidéo-ci, cette vidéo-ci, on va avoir deux sujets. Donc, l'organisation politique, prochain sujet, et l'organisation militaire. Et là, du côté politique, comment ça fonctionne? Étant donné qu'on parle de la France et du roi qui est en France, on va commencer de ce côté-là. Donc, du côté français, le système politique, c'est l'absolutisme de droit divin. Ça se peut aussi que tu aies entendu les termes de monarchie absolue. C'est un autre terme pour parler essentiellement de la même chose. Donc, monarchie pour les rois et les reines. Et pourquoi est-ce qu'on dit absolu? C'est que le roi concentre tous les pouvoirs. Donc, il n'a pas besoin de poser la question à qui que ce soit pour prendre des décisions. Il prend une décision et elle doit être appliquée par la suite. Et pourquoi est-ce qu'on dit de droit divin? C'est que les gens croyaient que son pouvoir venait directement de Dieu. Donc, on ne remettait pas en question pourquoi le roi est roi et pourquoi est-ce qu'il peut prendre toutes les décisions. Son pouvoir est de droit divin. Donc, les gens ne me remettaient pas ça en question. Mais là, le roi, il a beau pouvoir prendre toutes les décisions, il peut pas tout gérer tout seul quand même, là. Il peut prendre des décisions, mais il peut pas tout réaliser tout seul. Donc, c'est pour ça qu'il confiait des directives, confiait des tâches à d'autres personnes autour de lui. Et ces gens-là devaient appliquer les décisions du roi. Là, il y avait beaucoup de gens pour beaucoup de choses, mais nous, une des personnes qui nous intéresse un peu plus, c'est le secrétaire d'État à la marine. Le secrétaire d'État à la marine, il avait plusieurs rôles. Mais un de ces rôles-là, c'était de s'occuper des colonies.
donc, entre autres, la Nouvelle-France. Donc, il était en France, le roi est en France, mais ils sont chargés, entre autres, du développement de la Nouvelle-France, qui, elle, est en Amérique. Donc, il n'est pas en Europe, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, oui, on peut prendre des décisions, mais pour les appliquer, c'est difficile de le faire là, à distance comme ça. Donc, c'est pour ça que le secrétaire d'État à la Marine, il va nommer un gouverneur général. Le gouverneur général, lui, il va être en Nouvelle-France. Et c'est lui qui, au final, va être chargé d'appliquer des décisions, d'appliquer des directives qui proviennent du roi, qui passent par le secrétaire d'État à la Marine et qui se rendent en Nouvelle-France grâce au gouverneur général. Donc, c'est un peu comme ça là, que le système fonctionnait pour que même à distance, tout se rende jusqu'à la fin. Alors là, avec le gouverneur général, on est passé de la France à la Nouvelle-France, mais il n'est pas le seul qui est chargé de l'administration de la colonie. Alors, j'ai une question pour toi. Comment nomme-t-on le comité chargé de l'administration de la colonie en Nouvelle-France? Est-ce que c'est A, le Conseil supérieur, B, l'Assemblée des ministres, le Conseil souverain ou encore D, l'Assemblée souveraine? Et le comité chargé de l'administration, c'est le Conseil souverain en Nouvelle-France. Donc, on vient de parler comment les ordres arrivaient jusqu'en Nouvelle-France. Donc, ça part de la France pour aller vers le Conseil souverain. Le Conseil souverain, il est en Nouvelle-France, il est la plus haute instance de justice dans la colonie. Et le roi, au sein du Conseil, il s'est assuré de séparer les rôles. Donc, chaque membre du Conseil a un rôle bien précis à accomplir. Donc, gouverneur général, intendant, évêque, qui sont un peu le trio de base, si je peux dire, dans ce conseil-là. Gouverneur général, lui, ses rôles vont être surtout du côté de la politique extérieure. Donc, tout ce qui est relation de la Nouvelle-France avec l'extérieur, c'est le gouverneur général qui en est responsable. Politique extérieure touche, entre autres, les peuples autochtones qui sont sur le territoire. Gouverneur général, il est aussi responsable de toute la défense de la colonie. Donc, il est aussi le chef militaire. Si la colonie est attaquée, c'est son rôle d'organiser sa défense. Il est aussi le gouverneur général, gouverneur de Québec, donc de la ville de Québec. Et on se rappelle donc, durant la période là, des compagnies, avant le gouvernement royal, il y a eu la fondation de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal. Donc, le gouverneur général s'occupe aussi de la ville de Québec, mais il y a deux autres gouverneurs qui, eux, vont s'occuper de Trois-Rivières et de Montréal. Donc ça, gouverneur général, ce sont ses principaux rôles. L'intendant, lui, de son côté, il a aussi des responsabilités. Ces responsabilités sont entre autres du côté des finances et du commerce. Voilà, plutôt. Donc, tout ce qui est commercial va relever de l'intendant. Il est aussi responsable de la justice. Donc, c'est pas lui qui va gérer la plus haute instance de justice, parce que ça, c'est le Conseil souverain, mais il faut quand même rendre la justice à différents endroits dans la colonie. Et là, tout ça, ça relève de lui. C'est à sa charge. L'intendant, il va aussi être responsable du peuplement. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, le peuplement, c'était une problématique quand c'était l'époque juste avant, là, donc la période des compagnies, parce que les compagnies ne répondaient pas là, aux besoins de peuplement, ou ne répondaient pas plutôt à la responsabilité de peuplement qu'elles avaient. Donc, c'est une raison pour laquelle le roi a fait une colonie royale. Et là, il confie le peuplement à l'intendant, parce que vraiment, c'est un des points qui est très, très, très important à ce moment-là, c'est qu'on veut peupler la colonie et on veut développer aussi la colonie, autant du côté commercial, financier, on veut développer la Nouvelle-France. Donc, c'est pour ça que l'intendant a toutes ces responsabilités-là.
Et là, je te parlais, bon, c'est un trio qui s'occupe des affaires de la Nouvelle-France. Donc, il y a également l'évêque, qui est un personnage important. L'évêque, lui, ses responsabilités vont être différentes, c'est sûr. Il est en fait le dirigeant de l'Église en Nouvelle-France. Et comme dirigeant, il va, entre autres, être responsable de l'évangélisation des Autochtones. Ça aussi, c'est un sujet dont on a discuté dans les autres vidéos. Donc là aussi, je t'invite à aller les écouter pour vraiment avoir tout le détail. Mais en gros, l'évangélisation, c'est d'aller vers les Autochtones pour leur enseigner la religion catholique. Et l'autre responsabilité principale de l'évêque, ça va être de développer en fait tout un réseau, si je peux dire, en fait de développer, de fonder des églises à travers le territoire. Mais il va aussi devoir développer des écoles et des hôpitaux. Et pourquoi ça, c'est à la charge de l'évêque? C'est que l'Église, on se rappelle à ce moment-là que l'Église, elle est responsable de tout ce qui est enseignement, donc responsable des écoles, mais aussi responsable des soins, des soins comme dans les hôpitaux. Donc, c'est pour ça que ça revient à l'évêque de diriger tous ces éléments-là. On va sauter maintenant de l'organisation politique de la colonie à l'organisation militaire. Une des grosses différences entre la période des compagnies en Nouvelle-France et la période du gouvernement royal, c'est que pendant le gouvernement royal, on va quand même investir plus dans l'organisation militaire, dans la défense de la Nouvelle-France. Et ça va se traduire, entre autres, par la présence de soldats de métier. Donc, un peu comme le nom le dit, les soldats de métier, bien, c'est leur métier d'être soldat, donc ils vont recevoir un peu comme un salaire pour ça. C'est vraiment leur occupation principale, le fait d'être soldat. Mais ils ne seront pas tout seuls. Il y a aussi les miliciens. Les miliciens, eux, c'est un peu différent du soldat de métier parce que c'est pas leur métier. Tout ce qui est militaire, c'est pas le métier du milicien. Le milicien peut être agriculteur ou n'importe quoi d'autre, mais lorsque le gouverneur général, je rappelle celui-là qui est responsable de tout ce qui est militaire, lorsque le gouverneur général va demander de l'aide, le milicien va prendre les armes et va aller à la défense de la colonie, va aller là où le gouverneur général les envoie. Donc, milicien, habituellement, il n'est pas payé pour ça, mais il se tient prêt, il peut prendre les armes à peu près n'importe quand pour aller à la défense de la colonie. Et donc, si on parle là, de l'organisation militaire, est-ce que le terme de Carignan-Salière te dit quelque chose? Le régiment Carignan-Salière, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est A, le premier régiment composé entièrement de soldats provenant de la Nouvelle-France? Est-ce que c'est B, le premier régiment de soldats de métier envoyé en Nouvelle-France? Ou encore, est-ce que c'est C, un régiment de miliciens mis sur pied par le gouverneur de Ville-Marie, Ville-Marie aussi qu'on appelle Montréal? Et le régiment Carignan-Salière, c'est le premier régiment de soldats de métier qui est envoyé en Nouvelle-France. Donc, il passe de la France, est envoyé dans la colonie en Nouvelle-France. On voit ici là, une représentation de deux soldats de ce régiment-là. C'est des soldats qui étaient quand même très bien équipés, qui passent comme ça en Nouvelle-France. On pense environ, là, c'est 1200 soldats et officiers qui composent ce régiment-là. Et le régiment est envoyé en Nouvelle-France dans le contexte des guerres iroquoises. Donc, en gros, juste pour revenir, en gros, les guerres iroquoises, en fait, c'est les Iroquois de la Ligue des Cinq Nations qui avaient plusieurs conflits, plusieurs combats avec les Français et les nations autochtones alliées des Français. Donc ça crée un gros climat d'insécurité. Et au moment de reprendre en charge la colonie, donc quand le roi transforme la Nouvelle-France en une colonie royale,
Il envoie, quelques années plus tard, en 1665, il envoie le régiment Carignan-Salière pour aider à la défense de la colonie. Et quand même, ça va avoir un impact parce que l'arrivée du régiment va entraîner dans les années suivantes la signature d'une paix avec les Iroquois de la Ligue des Cinq Nations. Donc ça va beaucoup aider à sécuriser la Nouvelle-France. Puis, un des impacts de ça, c'est d'aider à son développement parce que là, on craint moins les attaques, on craint moins les incursions, donc on va pouvoir se concentrer au développement. Et là, c'est beau d'avoir des gens, mais ça peut être utile aussi d'avoir des infrastructures, d'avoir des forts, des fortifications pour aider à la protection. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un exemple de plusieurs phares là, qui ont été construits. Il y en a plusieurs qui étaient en bois, celui-ci maintenant est en pierre. On les construit un peu partout à travers le territoire, à des endroits plus stratégiques. Et ces phares-là vont aider, oui, à la défense de différentes manières, mais ils vont aussi être utilisés pour autre chose, entre autres pour le commerce. Donc, les phares vont aussi être souvent des postes de traite pour aider au commerce des fourrures. Donc ça, le commerce des fourrures, ça reste toujours là en Nouvelle-France et ça va aussi dans les phares, dans les fortifications, pas dans les fortifications, mais juste dans les phares plutôt. Alors avec ça, on clôt cette vidéo-ci. Donc on a couvert une partie des sujets qui sont liés au gouvernement royal, à la colonie royale en Nouvelle-France. Je t'invite à poursuivre ton écoute pour terminer la révision de tout le module.